outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Monsieur le Président, merci d'être personnellement présent pour cette discussion. On est très sensible à cette marque, j'allais presque dire, d'affection. Madame la ministre, chère Erika, Madame et Monsieur les rapporteurs pour avis, chère Monique et cher Serge, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Président de la délégation aux Outre-mer, cher Jean-Claude, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis né il y a longtemps d'une famille nombreuse d'origine modeste. Je sais ce que je dois à la République. Cette République, c'est celle qui, en 1848, garantissait, après de longues luttes, à mes ancêtres une égalité civique. C'est celle qui, en 1946, permettait à Léopold de Bissol, à Gaston Menerville, à Raymond Vergès et à Aimé Césaire de s'unir pour demander et obtenir une égalité administrative et institutionnelle des 4 vieilles colonies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Cette République, c'est celle qui, par le gouvernement de Lionel Jospin et sous la présidence de Jacques Chirac, aura permis la conquête de nouveaux droits sociaux pour nos concitoyens ultramarins. Si la France est d'abord et surtout une idée, c'est la République qui en garantit la traduction concrète. Voici une trentaine d'années que je suis engagé dans la vie politique et je n'ai pas perdu mes rêves. Nous sommes tous ici des républicains, non pas pour des raisons institutionnelles ou économiques, mais parce que nous croyons à la promesse de la République. Cette promesse se résume souvent par le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui, bien plus qu'une devise, est le fondement de notre appartenance à une même nation. Mon rêve aujourd'hui est donc bien de contribuer, avec mes collègues et ce gouvernement, à offrir, après l'égalité civique, politique et sociale, une égalité économique et sociale réelle, permettant la convergence des niveaux de vie des ultramarins, terme que je n'aime pas trop, vers le niveau de vie national. Il ne s'agit pas là d'un projet égalitariste, mais bien d'une politique de réelle égalité des chances. Il ne s'agit point d'obtenir les mêmes chiffres à la virgule près. Ce serait utopique. Il s'agit de se situer dans un, pour parler comme les statisticiens, dans un intervalle de confiance autour des standards et des moyennes nationaux. Ainsi, j'assume l'idée selon laquelle si la République offre à tous ses citoyens une égalité continue des chances tout au long de leur vie, il pourrait à terme exister des inégalités. Ça choque, mais des inégalités considérées comme justes, parce que justifiées par le mérite ou le talent de celles et ceux qui auront su saisir les opportunités de réussir leur parcours de vie, de citoyenneté, de scolarité, leur parcours professionnel et que sais-je encore. Si nous parlons d'égalité réelle aujourd'hui, ce n'est pas reconnaître qu'il existerait une égalité virtuelle. Certains ont évoqué une égalité irréelle, mais bien admettre qu'il existe encore dans certains territoires français des inégalités bien réelles, externes et internes, qui n'offrent pas les mêmes chances à tous les enfants de la République de s'émanciper et de s'épanouir. Je ne reviendrai pas sur les nombreux chiffres qui témoignent de ce phénomène, mais je tiens à affirmer qu'en dépit d'indéniables progrès, des écarts forts et persistants demeurent entre les Outre-mer et l'Hexagone, essentiellement dans le domaine socio-économique. En tant que représentant de la nation et élu de terrain, je pense que chacun peut comprendre l'engagement des élus, confrontés quotidiennement à la souffrance de nos concitoyens. Imaginez une France où plus de 50% des jeunes seraient sans emploi, où la richesse par habitant serait de 30 à 73% inférieure à la moyenne nationale, où le taux de pauvreté atteindrait les 92% à Mayotte, où les écarts de richesse entre les plus fortunés ne seraient pas un rapport de 1 à 3, mais de 1 à 10, comme en Guyane. Si cette France-là existait,
elle serait au bord de l'implosion, peut-être de l'explosion. Et pourtant, c'est cette France que nous rencontrons tous les jours en tant que députés dans nos circonscriptions. Il ne s'agit point ici de sombrer dans le dolorisme, de demander quelque assistance. Il s'agit de respecter une promesse républicaine, celle de l'égalité réelle. Je le dis, ce texte répond donc à une promesse, celle de la République. Ce texte répond aussi à une ambition, celle du président de la République et du gouvernement, celle d'atteindre sur une génération une égalité des chances pour tous les Français, quels que soient les statuts et régimes législatifs sous lesquels ils vivent. Le président avait dit « l'égalité transcende les statuts ». Cette quête de l'égalité est une question sociale lancinante, récurrente et parfois obsédante pour la famille politique à laquelle j'appartiens, mais j'ose dire pour toutes les populations de nos Outre-mer. Dès 2007, face aux injustices et inégalités devenues insupportables, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste, signait un éditorial pour la campagne présidentielle pour qu'une nouvelle frontière soit atteinte outre-mer, celle de l'égalité réelle. 5 ans plus tard, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, proposait dans son engagement numéro 29 d'encourager un nouveau modèle de développement des Outre-mer comportant notamment un programme d'investissement. C'est ce que le candidat promettait en 2012. Le peuple y a souscrit et c'est aujourd'hui à nous, parlementaires, de lui donner corps. Madame la ministre, cette intervention est ainsi l'occasion pour moi de remercier à travers vous le président de la République et le Premier ministre de m'avoir confié la tâche de préfigurer un texte de loi pour l'égalité réelle outre-mer, censé dessiner les contours d'une politique volontariste de long terme pour nos territoires. Je tiens également à saluer l'engagement de votre prédécesseur, Georges Paul-Langevin, qui s'est pleinement engagé pour ce grand projet. Par leur volonté, j'ai pendant plus de 8 mois largement consulté les élus et la tâche qui m'avait été assignée, c'est de le faire de manière transpartisane. Les forces vives et les experts pour aboutir à la remise d'un rapport que j'ose qualifier d'ambitieux et de courageux. Ambitieux car il s'agissait d'engager un travail sans précédent de recensement des inégalités existantes outre-mer, tant vis-à-vis de l'Hexagone que sur le plan interne. Le rapport dresse ainsi l'ensemble des inégalités en matière de dépenses d'investissement, en matière d'infrastructures de base, en matière d'accès aux services publics et en matière de prestations sociales. Outre cet inventaire des retards accumulés qui hypothèquent bien souvent l'avenir de nos territoires, il importait de démontrer en quoi ces inégalités avec l'Hexagone, parfois criantes, sont dues à l'important retard initial qu'il a été difficile de combler en raison de la pression démographique et des bouleversements des modes de vie qui ont vu pendant toutes ces décennies chaque investissement sitôt réalisé devenir insuffisant quelques années plus tard. Je dois aussi avouer avoir réalisé ce diagnostic exhaustif afin d'enterrer un certain nombre de poncifs largement répandus ici en France hexagonale sur le prétendu coût des Outre-mer, sur ce quartiérisme lancinant que l'on entend un peu partout. Le rapport révèle ainsi que, contrairement aux idées reçues, les dépenses d'investissement de l'État par habitant sont en moyenne inférieures d'un tiers par rapport aux sommes dépensées en Hexagone. Ce constat démontre que l'effet multiplicateur engendré par les dépenses publiques d'investissement de l'État, élément lié au développement de l'activité économique, bénéficie proportionnellement davantage à l'Hexagone qu'au territoire ultramarin. Ces données m'ont ainsi conduit à plaider en faveur d'un rééquilibrage fort des dépenses de l'État outre-mer. Ce diagnostic ne pouvait par ailleurs ignorer une autre caractéristique interne, cette fois aux Outre-mer. Ces territoires ont été dès l'origine des terres profondément et institutionnellement inégalitaires. Le statut des populations autochtones, le code de l'indigénat, celui des populations mises en esclavage, le code noir, ou celui des bagnards, ou le travail forcé, aboli il y a 70 ans par la loi Houphouët-Boigny, illustrent cette profonde inégalité originelle. La marche vers l'égalité sur cette terre de violence où l'inégalité, voulue et marquée, a été longtemps consubstantielle à la condition humaine, ne pouvait donc qu'être longue et difficile. Passé ce constat terrifiant à de nombreux égards, il me fallait proposer une trajectoire de réforme durable. Tout au long des travaux, j'ai recherché le consensus sans pour autant sombrer dans la proposition d'un catalogue de mesures timides qu'évoquait la ministre Erika Barrette. Le rapport a donc proposé au gouvernement de faire adopter par le Parlement une loi d'orientation relative à l'égalité réelle outre-mer, en en faisant une priorité de la nation, et comportant un volet interne et un volet externe de réduction des inégalités. Concrètement,
Nous proposions de décliner dans des plans de convergence des engagements contractualisés entre les collectivités intéressées et l'État. Nos travaux en commission permettent de satisfaire cette proposition par la création de nouveaux instruments de planification pluriannuelle à la disposition de l'État et des collectivités, les plans de convergence. Conclus pour des durées inédites par leur ampleur, 10 à 20 ans, ils pourront pour objectif d'adopter une perspective transverse de long terme. Votre commission a par ailleurs souhaité décliner ces plans de convergence en contrats de convergence. Conclus pour des durées plus courtes, 6 années au maximum, ces contrats devront constituer les actions opérationnelles des plans. Dans le rapport, et on le trouve dans la proposition de loi, je proposais que les plans de convergence définissent les politiques publiques à mettre en œuvre pour corriger les inégalités externes et internes, ainsi que les moyens budgétaires et fiscaux nécessaires à leur réalisation. Nos travaux en commission permettent de renforcer les politiques d'évaluation de mise en œuvre par la publication de rapports annuels par la CNEPEOM et par la possibilité pour les chambres régionales des comptes de suivre la programmation financière des engagements et pour les préfets de vérifier la sincérité des documents budgétaires soumis à leur contrôle, ce qui répond à l'une des questions posées par notre collègue Gomes. Si je souhaite faire l'économie de vous présenter dans le détail ces recommandations et ces propositions, je souhaite insister sur quelques mesures qui me paraissent capitales à mes yeux. Nous préconisions tout d'abord d'établir une égalité sociale réelle en droit, alignant progressivement certaines prestations sociales. La ministre vient de répondre à cette demande-là et le gouvernement vient d'y répondre. Les différences de prestations existantes sont en effet des discriminations qui participent fortement au sentiment d'inégalité. Sans préjuger du débat, je dois pouvoir dire que c'est désormais acquis, je viens de l'entendre. Nous proposions de mettre à niveau les infrastructures de base, collèges, lycées, besoins d'électrification, numérique, réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement et transports publics. Nous préconisions enfin diverses mesures pour déclencher un véritable bing-bang économique en décrétant l'état d'urgence sociale. Ce sera désormais intégré dans les plans et les contrats de convergence soumis à votre agrément. Au terme de longs mois de travail, de digestion par les services et différents ministères, c'est ce rapport qui inspire nos travaux et bien entendu la créativité de nos collègues. Ce texte est vraiment une belle coproduction législative. Le gouvernement a produit un texte de 15 articles et 4 titres. Nous en avons fait, il me semble, un texte, me dit-on, non pas de 112, mais de 91 articles en 12 ou 13 titres. Je le répète, cette loi n'est pas le lancement d'une simple politique de rattrapage qui tendrait à plaquer sur des populations et des territoires différents un modèle de développement uniforme. Il s'agit bien de changer de prisme en mettant en place des actions adaptées à chaque territoire par des stratégies de convergence adaptées aux besoins des populations et aux réalités des territoires. Au-delà donc des investissements massifs nécessaires, notamment en matière d'infrastructure et d'alignement des droits sociaux, qui appellera à une sollicitation exceptionnelle des leviers de la solidarité nationale, nous souhaitons donc donner une forte impulsion pour engager une dynamique de croissance territoriale propre et auto-entretenue. Ce gage de confiance pour l'émancipation de nos territoires au sein de notre République est la condition de la bonne appropriation par nos compatriotes de ce texte, des nouvelles libertés qu'il offre et des nouveaux droits qu'il octroie. Madame la ministre, mes chers collègues, vous l'avez compris par ce texte, nous ambitionnons d'ouvrir de nouvelles voies au progrès, un progrès social, économique et culturel, soutenu par les mécanismes de solidarité nationale, pour offrir à chacun les mêmes chances de réussir et à chaque territoire les moyens de définir ses propres voies de développement au sein de la République. Vous le savez, je ne crois pas au grand soir et je ne partage pas l'idée selon laquelle seul un choc brutal, qu'il soit institutionnel ou économique, permet d'améliorer la vie des gens. La révolution des esprits, des pratiques et des vies se fait à petits pas, sûrement, mais irréversiblement. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche. Nos parlementaires avons pris, il me semble, la mesure de l'enjeu et l'ampleur de la tâche qui nous était assignée. Dès l'examen du texte en commission, nombre de collègues de tous bords politiques ont souhaité apporter leur pierre à ce grand édifice. Dépassant l'idée selon laquelle ce texte aurait l'occasion de pointer la responsabilité des retards de développement accumulés depuis de trop nombreuses années, nous l'avons collectivement et en responsabilité substantiellement enrichi. Notre commission, en effet, a en particulier souhaité apporter une attention particulière aux amendements déposés par nos collègues de l'opposition. De très nombreux amendements de l'opposition ont donc été adoptés. Au-delà des critiques et des déceptions qui ont pu se faire jour,
Il importe, à l'heure où s'ouvre cette séance, de s'attacher à poursuivre ce travail d'enrichissement. Beaucoup de mesures concrètes, tant en matière économique, sociale que culturelle, ont été inscrites dans ce texte et je tiens à remercier mes collègues. Je pense à l'égalité de représentativité des syndicats locaux, longtemps attendue par nombre de travailleurs ultramarins et leurs syndicalistes. Cette reconnaissance syndicale est l'œuvre de cette majorité. Je pense au renforcement des continuités postales, la ministre l'a évoqué, et funéraires, qui permettront de donner du pouvoir d'achat et de soulager financièrement des familles endeuillées. Je pense aux nouvelles opportunités offertes aux acteurs économiques institutionnels pour engager une nouvelle dynamique de croissance propre. Citons l'extension du champ de collecte du FIPDOM, citons le renforcement de la lutte contre la vie chère, la reconnaissance de la pluriactivité, la création à terme de zones franches globales, l'introduction de mesures fiscales destinées à redonner du souffle aux entreprises et à relancer la construction, citons la création d'un Small Business Act pour parler français, pour ouvrir de nouveaux marchés à nos entreprises locales, citons enfin le raccourcissement des délais de paiement qui permettront de soulager la trésorerie de nos entreprises. Je tiens à remercier vraiment du fond du cœur la ministre Erika Barrette, qui, depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'État à l'égalité réelle, c'était tout à fait préfigurateur, et sa nomination à ce ministère a fait un travail de grande ardeur et de pugnacité que nous saluons et qu'il me plaît de saluer ici à cette tribune. J'ai le sentiment que devant vous, Madame la ministre et chers collègues, j'ai le sentiment qu'au terme de nos travaux, nous nous sommes hissés à la hauteur de la promesse. Ce sera une belle loi, elle sera belle et grande. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Serge Letchimy, rapporteur pour... Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.